Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art du 13 novembre 2007. L'invité d'aujourd'hui est Maître Gérard Champin, qui est membre de la commission consultative des trésors nationaux. Excusez-moi. Qui est aussi membre de l'Observatoire du marché de l'art, commissaire-priseur et ancien président du Conseil des ventes. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il était venu déjà lors d'une précédente visioconférence. Il va aujourd'hui pouvoir nous parler de ces différentes institutions et de leur utilité pour notre compréhension du marché de l'art. Donc je donne la parole à Gérard Champin et bien entendu, vous pourrez ensuite poser les questions que vous jugerez utiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on m'a demandé d'aborder deux sujets aujourd'hui. Donc, d'une part, le fonctionnement, ce qu'est la commission consultative des trésors nationaux, et d'autre part, l'Observatoire du marché de l'art, dont j'ai le plaisir et l'honneur de faire partie de l'une comme de l'autre. Et j'essaierai de conclure, si j'ai un peu suffisamment de temps, parce que par justement l'application en droit français de la directive service qui aura certaines conséquences sur le fonctionnement du marché français, en tout cas des ventes publiques du moins, et peut-être aussi de l'expertise, puisqu'à cette occasion un certain nombre de réformes sont envisagées. Tout d'abord, la commission consultative des trésors nationaux jusqu'en 1992, donc on fonctionnait sous le régime de la loi de Vichy, c'est la loi de 43. C'est-à-dire que lorsqu'une œuvre majeure arrivait sur le marché, il y avait plusieurs solutions possibles. D'une part, lorsque l'œuvre était présentée en douane, avec une estimation, puisque le propriétaire devait mettre une estimation, le conservateur chargé du département qui voyait l'œuvre pouvait éventuellement l'acquérir au prix mentionné par le propriétaire. Ce qui fait que les musées nationaux ont fait souvent d'excellentes affaires, puisque les propriétaires ne savaient pas toujours la valeur réelle, mais souvent des valeurs basses, et c'est à ce prix-là qu'il y avait un achat. Donc c'est vrai que longtemps, les conservateurs des différents départements ont regretté la disparition de cette loi de 43, mais qui est vraiment spoliatrice, et qui donne une très mauvaise image du marché français à l'international, puisqu'on avait l'impression qu'on était dans une souricière dont on avait du mal à sortir à bon compte, pour les propriétaires. Donc en 1993, pour satisfaire l'obligation du traité de Rome, donc il prévoyait la liberté de circulation des biens, en plus des personnes. Donc il y a une loi qui a été votée sous l'impulsion de Jacques Lang, qui a créé le passeport ou certificat de circulation, ça dépend le terme qu'on lui donne, mais je préfère le terme passeport, car en fait elle n'a pas de conséquences quant à l'authenticité de l'œuvre, on ne porte pas d'appréciation quant à l'authenticité, et quand on délivre un certificat de circulation, ça ne veut pas dire qu'on considère que l'œuvre est bonne, ça veut dire qu'on considère au contraire qu'on considère qu'elle n'est pas nécessaire au patrimoine national, et qu'on ne souhaite pas la retenir, donc c'est plutôt le contraire. Donc on peut très bien donner un certificat pour une œuvre fausse, parce qu'on dit après tout, cette œuvre n'intéresse pas le patrimoine national, donc on accepte qu'elle circule. Ça peut être aussi une œuvre excellente, mais parce que les collections étant suffisamment pourvues en cette matière, il n'y a pas lieu de la retenir. Donc en 1993, sous l'impulsion de Jacques Lang, il y a une loi qui transpose la directive européenne en matière de circulation d'œuvres d'art, et qui à partir de ce moment-là permet à tout propriétaire d'un bien quel qu'il soit de la présenter à la direction du Musée de France ou à la direction compétente, s'il s'agit d'archives ou de livres ou d'architecture, s'il s'agit bien des démembrements architecturaux, de présenter l'objet et de savoir si cet objet pourra sortir de France ou pas. Donc on lui délivre un certificat, et donc avec ce certificat, la personne peut partir avec l'œuvre sous le bras, si le suffisamment n'est pas trop grande, et aller dans toute l'Europe. Ça, c'est si l'on veut sortir l'œuvre de France vers un autre pays de l'Union, à notre État de l'Union. Par contre, si vous voulez sortir l'œuvre vers l'extérieur de l'Union, par exemple vers les États-Unis, la Suisse, notre pays non membre de l'Union, dans ce cas-là, en plus du certificat de circulation qui est indispensable, il vous faut également une licence douanière, qui vous sera délivrée par le service des douanes, qui à l'origine était délivrée par le service des douanes, et qui depuis l'année dernière est délivrée également par la direction des musées de France, où il y a un guichet commun, un guichet unique, qui livre à la fois les certificats de circulation et les licences.
Donc licence uniquement si on veut sortir hors de l'Union. Donc quelles étaient donc les conséquences de la mise en place donc du certificat de circulation? La première conséquence a été donc, à partir de ce moment, donc à tout moment, comme je vous le disais, donc le propriétaire peut savoir si son œuvre peut sortir ou pas facilement du territoire, si elle a le passeport nécessaire, et donc pour la valeur de l'œuvre, ça a beaucoup d'importance. Car longtemps, donc, on était dans un système fermé, donc sous la loi de 43, comme je vous l'ai indiqué, et donc on pouvait très bien, donc soit acheter, comme je vous l'ai indiqué, en douane pour l'État, soit ce qui était beaucoup plus embêtant pour le propriétaire, extrêmement spoliateur sur le plan financier, soit interdire de sortie de France sans aucune indemnité. Donc, et ça, c'était extrêmement difficile. Il y a eu des procès. Notamment, il y a eu un procès pour une petite chinoise d'époque Yuan, c'est dans les années 81. Donc, c'est l'année d'arrivée des socialistes, d'ailleurs. C'est le directeur de cabinet de Mauroy, Premier ministre, qui s'en était occupé, d'ailleurs. Et donc, cette petite qui était donc qui venait de l'extérieur, parce qu'elle était chinoise, elle faisait pas partie donc elle n'avait pas été créée en France, donc a été interdite de sortie de France. C'était lors d'une vente publique d'ailleurs, donc la vente publique avait lieu le samedi ou le dimanche, je ne me souviens plus, mais en tout cas le vendredi soir, il y a un motard qui a signifié donc au commissaire-priseur qui faisait cette vente qu'il devait annoncer que l'œuvre ne pourrait pas sortir de France. Ce qui était extrêmement déstabilisant, car l'œuvre à ce moment-là a fait le tiers ou le quart du prix qu'elle aurait normalement fait. Et donc c'est une vente qui a donné lieu à une procédure extrêmement longue, car ce qui est assez surprenant, c'est que l'achat a quand même été fait par un Chinois. Donc théoriquement, il n'a pas eu trop droit de le sortir de France, il devait la laisser en France. Je savais que depuis, on n'a jamais plus de nouvelles de cette petite, je ne sais pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs, mais bon. Théoriquement, elle n'est pas sortie de France. Je dis bien très théoriquement, parce qu'à mon avis, elle est sortie depuis très longtemps. Mais en tout cas, le propriétaire de cette pièce, qui était une famille d'officiers généraux, dont la famille, en revenant du sud-est asiatique où ils étaient en poste, avait ramené cela, sans savoir la valeur. D'ailleurs, pendant des années, ça avait servi de porte-parapluie. Et donc cette œuvre était arrivée en France, et puis un jour donc ce général donc d'armée de l'air donc est décédé, et sa famille va essayer de vendre cette œuvre, et il va voir un expert donc reconnu sur le marché, dont je ne ferai pas le nom et vous verrez pourquoi après. Elle lui demande donc ce que cette pièce vaut, c'est chinois, etc. L'expert lui dit oh, pas grand-chose. Mais revenez me voir dans quelques jours, etc. Et quelques jours après, c'était donc en nouveaux francs à l'époque, on leur en offre 200 000 francs. On trouvait ça surprenant pour une pièce qui n'était pas très intéressante. Donc ensuite, ils vont voir un commissaire-priseur qui fait une recherche. Le commissaire-priseur, je savais, ne connaissait pas exactement l'intérêt de l'œuvre, mais au moins ils font une recherche. Et là, ils s'aperçoivent du caractère rarissime de l'œuvre. Et elle avait été estimée en 81, je crois, 3 ou 4 millions de francs. C'est-à-dire au moins à 500 000 euros d'aujourd'hui à peu près. Et donc ces gens donc décident de la mettre en vente, et la veille de la vente, donc il y a donc un motard qui apporte un pli dans le ministère de la Culture et qui interdit, donc qui demande à ce que soit annoncé que l'œuvre ne peut pas sortir du territoire. Donc il y a eu un procès à la suite de ça, l'œuvre s'est vendue, en fait elle s'est vendue à 1 600 000 francs de l'époque, et vendue à un Chinois. Je vous dis, c'est étonnant pour une œuvre qui ne peut pas sortir du territoire français. Il y a eu un procès, la famille a fait un procès à l'État, considérant sur plusieurs points. D'une part, disant c'est une œuvre chinoise, donc ça ne peut pas être un élément majeur du patrimoine national. Donc argument qui a été écarté, puisque toute œuvre majeure peut être intéressante pour les collections nationales. Et par ailleurs, donc, ils avaient indiqué que là, ils avaient été spoliés donc de une partie du prix, puisque cette interdiction de sortie a fait considérablement baisser la valeur. Et donc, en première instance, l'État a été condamné, et ensuite, devant le Conseil d'État, à l'époque, appliquant la loi de 43, a dit il n'y a pas eu d'indemnité. Donc, cette famille a perdu plus de la moitié du prix, de manière tout à fait scandaleuse. Bon, c'est comme ça. C'était la loi de 43, vous voyez, son côté tout à fait unique, et qui donnait une très mauvaise image de la France. Donc, en 93, donc, dans la préparation de la loi en 92 et les années qui ont précédé,
On était conscient du problème et on a essayé de mettre sur pied, donc j'ai participé à l'élaboration de la loi de 93, on a essayé de mettre avec Michel de Berville, qui est l'héritier de la famille Bernheim, qui était un des grands marchands de l'impressionnisme. On a travaillé ensemble sur cette loi et donc on a essayé de mettre sur pied une loi à la fois qui protège les intérêts donc de la France, les intérêts nationaux, dans les cas où une œuvre majeure arrive sur le marché, et où il faut la retenir parce qu'elle manque il y a des manques dans les collections nationales, vraiment il faut absolument trouver une solution pour pouvoir compléter nos collections. Mais il fallait aussi protéger donc les intérêts légitimes des propriétaires, dans l'intérêt même de l'État et des collections nationales, car si on fait peur aux collectionneurs, ils n'amèneront plus d'œuvres sur le marché français. Donc il faut à la fois que les collectionneurs se sentent protégés et permettre à l'État de pouvoir exercer ses droits régaliens normaux. Donc ce qu'on a prévu dans le texte, c'est que lorsqu'il y avait une interdiction de sortie du territoire, donc l'État avait 3 ans pour prendre une décision définitive, soit acheter, soit laisser sortir au bout de 3 ans, soit renouveler une fois cette interdiction. Maintenant, ce délai a été ramené à 30 mois depuis 2 ans, et on pense peut-être le raccourcir encore un petit peu. Il y a un projet de loi actuellement, une proposition de loi, pardon, excusez-moi, qui est en préparation et qui semble vouloir le raccourcir un peu, mais bon, déjà. Donc, pendant ces 30 mois, donc l'État peut se donner les moyens d'acquérir cette œuvre, mais il doit l'acquérir au prix du marché international, c'est-à-dire pour que le propriétaire ne soit absolument pas spolié. Comment déterminer ce prix international? Soit le propriétaire accepte le prix qui lui est proposé par l'État, soit s'il n'est pas d'accord, dans ce cas-là, il y a des désignations de 2 experts, un par le propriétaire, un par l'État. Ces 2 experts se mettent d'accord sur un prix. Dans ce cas-là, l'État doit acquérir à ce prix. Si l'État n'acquiert pas, l'œuvre peut sortir. Si le propriétaire, a encore une possibilité, s'il n'y a pas d'accord entre les 2 experts peuvent demander la désignation d'un tiers expert pour faire l'équilibre dans leur prix. Et donc, si le propriétaire n'accepte pas le prix qui a été fixé par cette commission indépendante d'experts, dont un désigné par lui-même, dans ce cas-là, il peut garder l'œuvre, mais il ne pourra pas la faire sortir de France. Par contre, l'État a obligation d'acheter à ce prix si le propriétaire est d'accord. Et c'est le prix c'est le prix international. Il faut savoir que qui va statuer sur le caractère de trésor national ou pas, c'est une commission qui a été créée par la loi de 93, qui est composée de 9 membres, qui est de membres de droit qui sont des représentants des grandes directions du ministère de la Culture, et également de personnalités qualifiées dont je sais pas. Il y avait Maurice Icardi dont on parlait tout à l'heure, mais qui est décédé il y a quelques semaines, qui a été ancien directeur du ministre des Finances. Il y a Frédéric Castin, qui est le président du SLAM, que vous connaissez, dont la famille est très connue dans le milieu de l'art. Il y a Michel de Berville, qui était qui est à l'origine de la loi comme moi. Parce que, si je ne me trompe pas, je peux permettre de vous interrompre, je crois que sa famille aussi avait des problèmes parce qu'ils avaient des tableaux qui ne pouvaient pas sortir de France. Absolument, bien qu'ils aient fait beaucoup de donations aux musées nationaux d'ailleurs. Beaucoup d'impressionnistes qui ne pouvaient pas sortir. Il faut dire qu'ils ont des collections fabuleuses d'impressionnistes. Ils ont été marchands de Renoir, de Monet, de Bonnard notamment, et bien d'autres, Signac, des pointillistes, etc. Et encore, ils le sont toujours pour des grands artistes. Et donc, ils ont des collections personnelles extrêmement importantes. Et c'est vrai qu'ils ont eu quelques difficultés. Oui, qu'ils ne pouvaient ni vendre, ni ils ne pouvaient rien faire avec. Et il y a également Pierre Rosenberg de l'Académie française, l'ancien président directeur général du Louvre, qui fait partie de cette commission. Donc, cette commission, lorsqu'une œuvre majeure arrive, pour laquelle on demande un certificat de circulation et qu'un des conservateurs des différents départements considère que ça peut être vraiment très essentiel, dans ce cas, il saisit la commission qui va statuer à la lumière des rapports qui lui sont remis, commission qui peut également demander des rapports à des experts extérieurs, et donc la commission statue pour savoir si on retient ou pas l'œuvre en question. Mais il faut savoir que sur les dizaines de milliers d'œuvres qui sont présentées chaque année, pour obtenir un certificat de circulation, il y en a plusieurs milliers chaque année. En 2006, on a retenu 12 œuvres. En 2005, 11 et en 2004, 9. Donc vous voyez que c'est relativement léger.
Ah, c'est pas une passoire, on retient vraiment les œuvres majeures. Vous savez, dans le nombre d'œuvres qu'il y a, il y a souvent des œuvres qui sont présentées dont les musées sont extrêmement pourvus. Donc il n'y a pas d'intérêt de consacrer des fonds qui peuvent être précieux pour d'autres choses à des achats qui ne sont pas indispensables. Il faut savoir que dans beaucoup de matières, les musées français nationaux ou de région ou privés sont extrêmement bien pourvus. Donc on essaie de compléter les collections nationales, on ne le fait pas à tout prix, et à n'importe quel prix, certainement pas. Il faut savoir que maintenant les œuvres vraiment majeures sont à des prix, le prix base c'est plusieurs dizaines de millions d'euros quelquefois, et donc il faut le faire avec beaucoup de prudence, d'autant plus qu'il faut être conscient d'une chose, c'est que le principe mis en place par le traité de Rome est la liberté de circulation, et donc on ne peut intervenir que dans le cas où les intérêts nationaux sont vraiment en cause, donc il faut vraiment que ce soit pour une œuvre majeure. Et donc on le fait autant que possible. On l'a fait pour des œuvres dont j'ai la liste là. On l'a fait par exemple pour une œuvre de Brancusi récemment, le baiser, qui est à mon avis une des plus grandes sculptures du XXe siècle, qui est une pièce fabuleuse. Ça, c'était en octobre 2006. C'est beaucoup, hein. Absolument. Ouais. Il y a un certain nombre d'œuvres dont j'ai la liste là, qui ont été retenues, mais il n'y en a pas énormément. Mais il y a des œuvres de différentes catégories. Il y a une chose très intéressante, c'est pour ça que je vous ai apporté ce dossier, car on a eu à statuer dans une commission, de mars 2007 sur les archives de l'illustration. Ah oui, l'illustration des Bachet, la famille Bachet. Toutes les archives des illustrations depuis l'origine qui étaient à vendre. Alors qu'est-ce qu'on devait faire? Donc, pour une somme assez importante, mais c'est vraiment une documentation extraordinaire sur tout ce qui s'est passé en France depuis le 19e siècle jusqu'à une partie du 20e siècle. Donc, pour ceux qui ont suivi les visioconférences, les frères Bernard Bachet est venu. Donc, Bernard Bachet, c'est la famille de l'illustration. Et tout le fond se trouvait dans le Marais. Ce sont des grands artistes, les frères Bachet, sculpteurs et... Oui, mais c'est pas en direct avec Louis Bachet qui était le président. Si, c'est la même famille, c'est les oncles, oui. C'est l'oncle, oui. Dans l'illustration, donc, avait besoin, donc, apparemment, de dissoudre la structure qu'ils avaient, dans laquelle il y avait des immeubles et des meubles, donc des objets toutes les archives depuis l'origine, qui sont considérables. Et donc, c'est un des cas où la commission a considéré que c'était vraiment essentiel donc, aux collections nationales. Regardez cela, il y avait des choses comme cela. On va montrer ça, qui était essentiel pour la connaissance donc, de tout ce qui s'était passé en France depuis, et avec des collègues, je vous dis, des œuvres d'une qualité fabuleuse. Moi, j'ai passé au fur et à mesure. Elles étaient dans le Marais. Elles étaient dans le Marais, rue Renard, exactement, où il y avait toutes les archives de l'illustration. L'immeuble leur appartenait aussi, ce qui posait un problème d'ailleurs, parce que l'immeuble avait une grande valeur aussi, donc c'était très compliqué à régler comme problème. Et donc on a décidé donc... c'est la vie de la France, la vie de la France. On a décidé donc qu'il s'agissait d'une œuvre majeure donc, du patrimoine national, afin que... je crois, il s'agit de la mémoire de la France. Complètement. Et ça, ce genre de décisions sont prises sans difficulté, parce que c'est tellement évident que ce sont des œuvres vraiment, regardez des illustrations des années 20, 30, extrêmement intéressantes sur l'art de cette époque. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et bon... littéralement, c'est comme une encyclopédie du quotidien. Absolument, tout à fait, absolument. Donc ça, c'est un des exemples que je vais vous donner de ce qui nous paraissait évident qu'il fallait retenir pour la mémoire collective française. Regardez comme c'était beau, là, ces jardins, regardez. Je sais pas où c'est, mais c'est magnifique, ces jardins. Non. Ce travail sur... Ça peut être vous savez, pour qu'on puisse donner à la statuer, il faut que les gens souhaitent ou vendre ou sortir l'œuvre du territoire français. Donc, dans ce cas-là, on peut être saisi, mais dans tant que ça reste en main privée et que les gens ne souhaitent pas vendre ou s'en défaire, on n'a pas à intervenir. On n'est pas là pour mener une inquisition sur les gens, bien au contraire. On est là pour protéger les intérêts à la fois nationaux de la collectivité et aussi les intérêts patrimoniaux des gens qui sont légitimes propriétaires de ces biens. Donc, je vous prie de m'excuser, pour ceux qui veulent poser des questions, il n'y a aucun problème, mais vous n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton blanc
Autrement, on n'entend pas votre question lors de la visio. Alors, je vais vous dire une chose supplémentaire, c'est que la Commission des Trésors nationaux a eu une mission supplémentaire. C'est Jean-Jacques Ayagon, donc, qui nous a donné cette mission supplémentaire, car jusqu'à présent, jusqu'à il y a 2 ans ou 3 ans, 3 ans bientôt, on ne pouvait acheter que sur les fonds, donc sur le budget donc du ministère de la Culture ou d'autres ministères, parce que par exemple pour le ministère des Armées, pour le musée, donc le musée des Invalides, etc. Mais essentiellement quand même les fonds, le budget du ministère de la Culture et de l'ADMF et de la direction des différentes directions. Donc, on s'est aperçu d'une chose, c'est que les œuvres, donc, sur le marché international, devaient coûter de plus en plus cher. Il y avait, surtout sur les œuvres majeures, atteignaient des sommets de plus en plus importants, et on n'avait pas les fonds nécessaires sur ce budget courant pour acquérir ces œuvres. Aussi a-t-il été décidé, là c'est une réforme législative, parce que c'était une modification de la loi française. Aussi a-t-il été décidé qu'il serait possible à des mécènes d'acquérir des œuvres majeures. Et une des missions supplémentaires qui a été donnée à la Commission, c'est de se prononcer justement sur le caractère donc de trésor de ces œuvres et de permettre de donner un accord sur un montant de déductibilité fiscale pour les gens qui allaient financer donc ces œuvres. Soit ils les achètent pour eux-mêmes, il y a une possibilité de déduction de 40%, soit ils les achètent pour le compte de l'État, ils peuvent déduire 90% de leur impôt. Donc, mais il faut notre accord préalable à la fois sur la qualité de l'œuvre et sur le montant déductible qui dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, lorsqu'on donne un avis sur un montant déductible, il y a un représentant du ministère des Finances qui s'adjoint à notre commission, qui est donc l'œil de la comptabilité publique. Mais je savais qu'on n'a jamais eu de divergence de vue avec eux et ils ont vraiment, les gens qui ont représenté le ministre du Budget ont toujours eu le souci de préserver donc l'intérêt national et les collections nationales. Voilà ce que je pouvais déjà vous dire donc sur la Commission des Trésors nationaux. Donc là, vous pouvez également peut-être également. Vous avez peut-être la liste parce que je voulais des Trésors nationaux justement. Justement, vous avez la liste. Ce qui m'avait intéressé. Vous pouvez éventuellement passer. Vous pouvez voilà, ça commence ici. Ce qui parfois m'avait intéressé parce qu'en effet, il y avait des choses qui me paraissaient pas forcément dignes d'être. On voit par exemple, vous allez voir là, il y a des choses qui sont évidentes, mais il y en a d'autres où en effet on voit qu'il faut être vraiment un grand spécialiste pour savoir qu'il y a un manque dans nos collections. Hein, ça c'est flagrant. Bon là on a Joanne Miro, ce qui est un peu logique, la fermière huile sur toile de 1922 en plus. Hein. Mais ensuite on a un Greuze, autoportrait, fin du XVIIIe siècle. Par contre là c'est intéressant, les traités d'Archimède, manuscrits byzantins. Mais parfois on a c'est comme il y a des grands noms, hein. Il y a Pierre-Paul Rubens. Ils sont autorisés de sortie. Ah non, ceux qui sont sur cette liste, au contraire, ont été retenus. C'est liste des trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de certificat. Oui, d'accord. Marqué certificat de. Voilà. Alors autrement, Louis Denis, clavecin du XVIIe siècle. Ça, c'est un clavecin assez extraordinaire. Je ne suis pas un spécialiste de la musique, mais vraiment, c'était à la fois, toutefois, par la qualité du meuble et par le mécanisme, qui était vraiment une œuvre assez rare. Alors, par exemple, là, une statue féminine gallo-romaine dite Aphrodite de Sainte-Colombe, provenant du site de Saint-Romain en Galles. Donc, le 15 juillet 93, il y a un refus, et observation, certificat non redemandé. Hein. Mais autrement, il y a Atelier Jacob Frères, ça se comprend aussi, mobilier de salon de Madame Récamier, ça se comprend tout ça en fait. Hein. C'est vraiment des trésors nationaux. Hein, en général, on essaie. Vous savez, c'est pas toujours été. Il faut comprendre aussi une chose, c'est quand on sortait de la loi de 43. Et au début donc du fonctionnement de la Commission des Trésors nationaux, les conservateurs avaient un peu tendance à continuer à vouloir faire un petit peu leur marché comme ils le faisaient précédemment en douane. Donc il nous a fallu quelques années pour faire comprendre que c'était une exception à la liberté de circulation et qu'il fallait en user avec beaucoup de prudence et sans excès. Et puis en plus pour des raisons financières, parce que le coût en devenait tellement exorbitant qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Autrement, on aurait certainement tôt ou tard un problème avec les finances, et que le ministère des Finances
qui auraient essayé de saborder le système. Donc il fallait absolument faire preuve de prudence tout en faisant le nécessaire. Mais il y a une chose que je vous ai pas dite aussi lors de la réforme d'il y a 2 ans. Il y a des choses précédemment, le certificat, donc il n'avait qu'une valeur dans le temps qui était que pendant quelques années. Depuis la dernière réforme, pour les objets de plus de 100 ans d'âge, le certificat est définitif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a délivré le certificat, il est valable à vie, éternellement. Et il n'y a que pour les objets de moins de 50 ans où il y a une valeur, je crois que pendant 25 ans, ce genre de choses. Parce que là, dans les objets trop modernes, on a été un peu prudent, puisque des fois la vision sur les objets et les connaissances évoluent, donc on ne pouvait pas donner des certificats définitifs. Il fallait qu'on puisse donner le temps de la réflexion. Vous voyez d'autres choses qui étaient il y a plein de choses intéressantes. De toute façon, après, on rentre dedans. Puis donc, il y a par exemple Igor Stravinsky, Les Noces, un manuscrit autographe. On voit que c'est très Georges Rouault, Nu pour composition, baigneuse, aquarelle gouachée. Paul Gauguin, Théatoire, épreuve d'après un mois gravé. Ça, c'est une épreuve, mais bon, c'est même étonnant. Une épreuve d'après un mois gravé, peut-être que c'était. Mais c'est un très rare. Peut-être très unique. Oui, ça, c'est une pièce unique, c'est ça. Ouais. Voilà, donc il y a pas mal de Pablo Picasso, en effet. Picasso, les collections nationales sont très, quand même, on a eu beaucoup de chance avec la Nation en paiement, soit lors de la succession de Picasso lui-même, soit lors des successions qu'il y a eu de ses héritiers. Donc on a quand même récupéré beaucoup d'œuvres majeures. Donc en général, Picasso, la famille fait sortir régulièrement des œuvres et on délivre les certificats en général. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait avec nous tout à l'heure, donc celui qui a Laurent de La Hire. Donc il était avec nous, celui qui a vendu à l'État L'aveuglement des habitants de Sodome, 8 sur toile, 1656, présenté le 28 juillet 98 et donc acquise en 2001 pour le musée du Louvre. Voilà. C'est drôle parce qu'il était avec nous. Absolument. Il était très satisfait de la mémoire. Il avait trouvé que c'était un peu long. Oui, mais, il a beaucoup souffert. Il dit qu'il a beaucoup souffert Mais il fallait que c'était le début de fonctionnement du certificat. La procédure administrative. Et puis c'était encore un peu lourd. On a essayé d'améliorer les choses. Et je vous avais une chose qui m'a fait très plaisir, c'est que j'ai participé à un colloque à Venise l'année dernière, ou il y a 2 ans, donc un colloque européen sur la circulation des biens, et le système français était donné en exemple, ce qui me fait très plaisir, parce que précédemment on était souvent critiqué sur la manière dont fonctionnait le marché français. Et que là on a été donné en exemple comme un système équilibré entre les pays du Nord où on laisse tout sortir sans aucune prudence en la matière, et les pays du Sud où tout est fermé mais où tout sort en définitive par en dessous, comme en Italie c'est catastrophique. Où théoriquement rien ne sort, en fait tout sort. Voilà, c'est exactement ça. L'État ne retient rien, puisque de toute manière, comme si tout se passe en dessous, c'est dramatique. Donc en France, on a un système relativement équilibré parce qu'il facilite le marché officiel, donc on voit les objets, puisqu'en général, on les laisse sortir, et ça permet au moins de retenir ce qui est le plus essentiel pour le patrimoine national. Et aussi, c'est un autre avantage, c'est que ça encourage les collectionneurs internationaux à mettre leur collection en France, parce qu'ils savent qu'ils pourront sortir leurs œuvres sans problème. Car une œuvre, par exemple, qui a été achetée à l'étranger, qui vient dans une collection française, pourra sortir de toute manière, elle aura automatiquement son certificat. Donc on ne peut, là, dans ce cas-là, que l'acquérir normalement, on ne peut pas s'opposer, on ne peut pas faire jouer la notion donc de trésor national et de certificat qu'on ne délivrerait pas, puisque du moment qu'il y a eu une introduction en France, une importation, dans ce cas-là, le certificat est de droit. Ah d'accord. Je peux poser une question, s'il vous plaît. Il y a une douzaine d'années, j'étais en vacances, je suis parti en Autriche. Alors Bernard Bois, qui est bibliophile et critique d'art, et qui est amateur, qui est collectionneur aussi de gourmands. Alors, pas de gourmand, parce que j'avais avec moi, on a loué un appartement, un chalet en Autriche, on est passé par Munich, et en allant de Munich en Autriche, là, il y avait un douanier, peut-être zélé, allemand, qui m'a fait ouvrir le coffre et il est tombé sur un tableau qui était un petit format. Un petit format, un tableau peint sur bois de Belvé des Fontaines, qui m'appartenait. Et j'aime bien toujours ce tableau, et je l'ai emmené avec moi parce que on aime bien emmener sa brosse à dents et aussi des œuvres que l'on aime. Et donc, il m'a demandé des documents de possession. Je lui ai dit, écoutez, j'ai la photo, il est chez moi, je n'ai pas de papier, j'avais acheté ce tableau par Rodolphe Rapetti au Louvre des Antiquaires, mais à l'époque, la personne ne savait pas trop ce que c'était. Donc j'ai eu un bon prix. Et j'ai dit, moi, à part la photo, j'ai rien, il m'appartient. Il m'a fait des histoires, ça a été très compliqué. Ils ont fait venir
un chef douanier, on est resté 1h30 en douane, puis finalement on est réussi à partir. Alors je voulais savoir maintenant, mais ça remonte il y a 12 ans, est-ce que c'est toujours aussi difficile de sortir une œuvre qui vous appartient? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de France avec un tableau alors? Alors, si vous allez vers un pays de l'Union européenne, maintenant vous savez l'Autriche fait partie de l'Union, donc c'est un peu différent, on ne devrait plus avoir de problème à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, vous pouvez avoir des problèmes à l'extérieur, donc aux frontières extérieures de l'Union. Parce que théoriquement, quand une œuvre française sort de l'Union, elle doit avoir un certificat de circulation pour un Français qui vient de France. Donc il faut que la France essaie de délivrer un certificat de circulation. Mais pour il s'agit d'une peinture en l'espèce. Pour une peinture, il n'y a obligation de certificat de circulation qu'à partir de 150 000 euros, d'une valeur de 150 000 euros. Si l'œuvre vaut moins de 150 000 euros, elle peut circuler librement dans toute l'Union européenne. Et donc dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Ouais, faut-il prouver qu'elle ne vaut pas cette somme? Oui, ça, en principe, les douaniers, lorsqu'ils ne savent pas, ont des services auxquels s'adresser, de toute manière. Oui, mais s'imagine parfois que c'est un trésor.